Les mots jaillissaient de la bouche de Léa avec une telle assurance arrogante que pendant un instant, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. « Rends-toi », avait-elle dit, le sourire victorieux plaqué sur son visage, les bras croisés devant mon fils et moi, dans le salon de la maison que j'avais moi-même rénovée pour eux. « Rends-toi », comme si nous étions engagés dans une guerre dont j'ignorais l'existence, comme si elle avait déjà gagné une bataille dont je n'avais même pas réalisé qu'elle avait commencé. « Tout est déjà à son nom », poursuivit-elle, « et il est mon mari. La moitié m'appartient de droit. » J'ai senti mon estomac se nouer. Non pas de peur, mais d'une rage glaciale si intense que, pendant quelques secondes, j'ai cru m'évanouir. Non pas à cause de la menace elle-même, mais à cause de l'audace crasse d'une femme que j'avais accueillie comme ma fille, que j'avais comblée de générosité, à qui j'avais confié ce que j'avais de plus précieux au monde. Et la voilà, me jetant tout cela au visage comme s'il s'agissait d'un trophée gagné dans un jeu sale qu'elle avait mené seule depuis le début. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir où elle en est. Je m'appelle Claire, j'ai 53 ans et j'ai passé les 30 dernières années de ma vie à bâtir quelque chose à partir de rien. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Je n'ai hérité d'aucun bien ni titre de propriété. Chaque appartement, chaque maison, chaque mètre carré de mon empire immobilier a été gagné à la sueur de mon front, à force de nuits blanches et de sacrifices, souvent au détriment de ma propre vie. J'ai divorcé du père de Thomas quand mon fils n'avait que 5 ans, et depuis, je suis à la fois mère et père, soutien et protectrice. J'ai bâti mon entreprise brique par brique, contrat après contrat, réinvestissant chaque centime dans l'activité, vivant dans des appartements modestes tout en achetant des biens à louer, vivant en dessous de mes moyens pour m'assurer qu'un jour, dans un avenir lointain, mon fils est tout ce qui m'a manqué. Thomas a grandi en observant mon dévouement, mon éthique de travail, et il a toujours été un fils merveilleux, sensible et gentil, peut-être même trop gentil. Il a étudié l'administration des affaires, a rejoint l'entreprise à 22 ans et, à 28 ans, semblait avoir enfin trouvé sa place dans le monde, tant sur le plan professionnel que personnel. C'est alors que Léa est apparue. Ils se sont rencontrés lors d'un congrès à Lyon, et Thomas est rentré à Paris, les yeux brillants, d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. « Elle est incroyable, maman », m'a-t-il dit ce soir-là au dîner, tandis que j'écoutais attentivement chaque détail concernant la jeune femme de 26 ans qui avait conquis le cœur de mon fils. Léa était belle, cela ne faisait aucun doute. Des cheveux bruns et lisses qui tombaient parfaitement sur ses épaules, des yeux verts qui semblaient capables de faire fondre toute résistance, et un sourire qu'elle utilisait comme une arme de séduction. Elle travaillait dans le marketing digital, du moins c'est ce qu'elle disait, et elle avait une façon de parler qui rendait tout fascinant et important. Quand je l'ai enfin rencontrée, 2 semaines plus tard, j'ai été immédiatement captivée. Elle m'appelait Madame Claire, avec un respect qui semblait sincère, a fait l'éloge de mon travail, a posé des questions pertinentes sur le marché immobilier, et a même mentionné son admiration pour les femmes qui avaient abattu leur propre empire. Comment aurais-je pu ne pas l'aimer? Comment aurais-je pu ne pas bénir cette union alors qu'elle semblait si parfaite, si respectueuse, si manifestement amoureuse de mon fils? Les fiançailles furent rapides et passionnées, et en moins d'1 an, Thomas demanda Léa en mariage. Non seulement je l'ai soutenue, mais j'ai tout financé. La réception eut lieu dans un château aux portes de Paris, avec 200 invités, des fleurs importées et une robe qui coûtait plus cher que mon premier appartement. Cela ne me dérangeait pas. Mon fils était heureux et j'avais les moyens de lui offrir le mariage de ses rêves. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai acheté une belle maison à Neuilly-sur-Seine, un quartier élégant et sûr. Et j'ai passé des mois
à superviser personnellement chaque détail de la rénovation. Je voulais qu'elle soit parfaite pour eux, un nid d'amour où ils fonderaient à leur famille. Et comme cadeau de mariage, j'ai transféré 3 biens immobiliers de valeur au nom de Thomas, des biens qui généraient un revenu mensuel considérable et garantiraient la sécurité financière du couple pour le restant de leurs jours. C'était ma façon de dire. Vous partez du point où j'ai mis 30 ans à arriver. Profitez-en, soyez heureux, construisez quelque chose de beau ensemble. Les 6 premiers mois de mariage semblaient idylliques, du moins en apparence. Thomas rayonnait, travaillant avec un enthousiasme renouvelé à l'entreprise, et Léa paraissait être l'épouse parfaite. Elle organisait des dîners à la maison, m'invitait toujours, et tenait absolument à me montrer combien elle prenait soin de mon fils. « Il mange mieux, Madame Claire », disait-elle avec son doux sourire. « Je veille à sa santé. » Et je la croyais. Mon Dieu, comme je la croyais. Je voyais mon fils heureux, et je pensais avoir enfin tout fait correctement, que toutes ces années de sacrifice avaient apporté leurs fruits, car il avait trouvé une partenaire qu'il aimait vraiment. Mais mon intuition, cette même intuition qui m'avait guidée pendant des décennies dans le monde impitoyable des affaires, commençait à déceler de petits détails, des subtilités. Léa trouvait toujours le moyen de me distraire des décisions importantes. Lorsque je suggérais de développer l'un des investissements de Thomas, elle changeait rapidement de sujet ou mentionnait qu'il réfléchissait à une autre piste. Quand je l'interrogeais sur leurs projets d'avenir, elle répondait de façon vague, s'égarant toujours sur des sujets superficiels. Et il y avait ce regard, cette lueur étrange dans ses yeux, quand on parlait de propriété, de valeur, de patrimoine. Ce n'était pas de l'admiration, c'était du calcul. La première véritable fissure dans la façade apparut un après-midi d'avril. J'étais passée au bureau déposer des documents pour Thomas, et sa secrétaire, Madame Dubois, une femme qui travaillait avec moi depuis 15 ans et connaissait mon fils depuis son adolescence, me prit discrètement à part. Elle semblait hésitante, presque gênée, mais quelque chose dans son expression me fit comprendre que c'était sérieux. « Madame Claire !» commença-t-elle d'une voix basse et inquiète. « Je ne veux pas vous déranger, mais je dois vous dire quelque chose. Thomas m'a demandé de préparer des procurations il y a 2 semaines, des procurations générales. » Mon cœur s'emballa. « Des procurations pourquoi, exactement ?» demandai-je en essayant de garder mon calme. « Pour la gestion des actifs, les virements bancaires, les décisions immobilières. » Il a dit que Léa avait besoin d'un accès total pour l'aider à tout gérer pendant qu'il se concentrait sur le développement de l'entreprise. J'eus un frisson d'effroi. Thomas n'avait jamais, de toute sa vie d'adulte, pris une décision financière importante sans me consulter au préalable. Non pas par besoin de contrôle, mais parce que nous avions toujours formé une équipe, parce qu'il avait confiance en mes connaissances et mon expérience. Et voilà que, soudain, je donnais de larges procurations à une femme que je connaissais depuis moins de 2 ans. J'ai remercié Madame Dubois et lui ai demandé de me tenir au courant de tout événement inhabituel. Je suis sortie de son bureau avec une boule au ventre qui ne me quittait pas. Ce soir-là, j'ai appelé Thomas sous prétexte de l'inviter à dîner, tous les 2, comme nous le faisions parfois. Il a hésité. « Maman, j'adorerais, mais Léa a prévu des dîners presque tous les soirs cette semaine. Et la semaine prochaine ?» Son hésitation m'a blessée plus que son refus. J'ai insisté doucement, et il a finalement accepté de déjeuner avec moi le lendemain. Quand nous nous sommes retrouvés au restaurant, j'ai tout de suite remarqué qu'il était différent. Plus tendu, moins ouvert, comme s'il y avait un mur invisible entre nous. Un mur qui n'avait jamais existé auparavant. J'ai bavardé de travail, de famille, puis, avec toute la délicatesse dont j'étais capable, j'ai abordé le sujet des procurations. « Thomas, mon chéri, j'ai entendu dire que tu avais donné des procurations à Léa. Bien sûr, c'est ta décision,
Mais ce changement soudain m'inquiète un peu. Il est devenu visiblement mal à l'aise, jouant nerveusement avec sa serviette, évitant mon regard. « C'était son idée, maman », a-t-il fini par avouer. Elle a dit que ce serait plus pratique, qu'elle pourrait davantage gérer les finances, pendant que je me concentrerais sur le développement de mon rôle au sein de l'entreprise. Et c'est logique, non? Nous sommes mariés. Nous devrions tout partager. J'ai tenté de raisonner avec tact, en expliquant que partager une vie ne signifiait pas forcément partager les pouvoirs légaux si tôt dans le mariage, qu'il était prudent de maintenir certaines protections jusqu'à ce que la relation soit plus solide. Mais j'ai vu dans son regard que mes paroles sonnaient comme de la méfiance, comme si je désapprouvais sa femme, et il s'est encore plus renfermé. Après ce déjeuner, j'avais une certitude glaçante. Quelque chose clochait profondément. C'est à cet instant précis que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'affronterai pas Léa directement. Je n'essaierai pas de convaincre Thomas avec des mots qu'il interpréterait comme de la jalousie maternelle ou un excès de contrôle. Je ferai ce que j'avais toujours fait quand j'avais besoin de la vérité. J'enquêterai. J'avais des contacts, des ressources et des décennies d'expérience avec les personnes qui tentèrent de me tromper dans le monde des affaires. Si Léa était bien celle que je commençais à soupçonner, je le découvrirais. Et si mes soupçons étaient infondés, personne ne saurait jamais que j'avais mené l'enquête, et je dormirais sur mes deux oreilles, sachant que mon fils était entre de bonnes mains. J'ai engagé un détective privé cette même semaine. Pas n'importe lequel, mais Philippe Marchand, un ancien policier qui avait travaillé avec moi sur des affaires de fraude, impliquant des locataires problématiques. Philippe était discret, méticuleux, et ne posait pas de questions superflues. Je lui ai donné toutes les informations essentielles sur Léa. Son nom complet, sa date de naissance, son parcours professionnel tel qu'elle nous l'avait communiqué, ses anciennes adresses. « Je veux tout savoir, Philippe », lui ai-je dit dans son modeste bureau du 10e arrondissement. Ses relations passées, sa situation financière, tout ce qu'elle a fait avant de rencontrer mon fils. Et j'ai besoin de preuves concrètes, pas de suppositions. Il a hoché la tête, comprenant la gravité de la situation, et m'a promis des résultats sous 2 semaines. Ces 2 semaines m'ont paru interminables. Je continuais à agir normalement, acceptant les invitations à dîner, souriant à Léa, complimentant ses recettes, tandis qu'à l'intérieur, mon esprit travaillait sans relâche, analysant chaque interaction, chaque mot, chaque geste sous un jour nouveau. Le rapport de Philippe arriva un après-midi pluvieux de mai, une enveloppe brune déposée en main, propre à mon bureau. À peine avais-je commencé à le lire que mes mains tremblaient. Léa n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son vrai nom était Léa Fontaine, mais elle l'avait changé en Léa Durand 3 ans plus tôt, après une série de relations ratées avec des hommes plus âgés et prospères. Philippe avait découvert un schéma inquiétant. Avant Thomas, il y avait eu au moins 2 autres hommes. Un homme d'affaires bordelais de 45 ans et un médecin marseillais de 50 ans. Dans les 2 cas, la relation avait suivi le même scénario. Des fiançailles intenses et rapides, le mariage, l'accès aux comptes bancaires et aux biens immobiliers. Puis, moins d'1 an plus tard, un divorce conflictuel où Léa avait empoché des sommes considérables. L'homme d'affaires bordelais avait perdu l'entreprise familiale lors d'un divorce aux conditions désastreuses. Le médecin marseillais avait été contraint de vendre sa clinique pour financer le partage des biens. Et, plus troublant encore, Philippe était parvenu à contacter le médecin qui avait accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il a décrit Léa comme une prédatrice calculatrice, quelqu'un qui étudiait ses victimes, qui savait exactement quoi dire, comment agir, comment se rendre indispensable avant de révéler ses véritables intentions. Mais ce n'était pas tout. Philippe avait réussi un coup de maître. Il avait infiltré un agent secret dans le cercle social de Léa. Une femme nommée Sophie, qui se faisait passer pour une jeune femme d'affaires, intéressée par les relations professionnelles. Sophie devint rapidement la confidente de Léa,
et lors de leur conversation dans d'élégants cafés du Marais, Léa s'était exprimée avec une franchise surprenante, se croyant entre égales. Philippe me tendit des enregistrements. Les mains tremblantes, je mis les écouteurs, et ce que j'entendis me fit fermer les yeux de rage. La voix de Léa, cette même voix douce qui appelait mon fils « mon amour », expliquait froidement sa stratégie à Sophie. Elle décrivait Thomas comme une cible idéale. Le fils unique d'une femme riche, trop gentil pour éveiller les soupçons, dépendant affectivement après des années de solitude. Elle riait, vraiment riait, en racontant comment elle avait feint de s'intéresser à son entreprise, comment elle avait étudié le marché immobilier juste pour impressionner la vieille dame, parlant de moi avec un mépris qui me transperçait comme un couteau. Le plan était simple et brutal. Obtenir des procurations, faire figurer son nom sur les documents importants, attendre le moment opportun, puis demander le divorce. Selon la loi française sur le partage des biens, elle calculait qu'elle repartirait avec au moins la moitié des biens que j'avais transférés à Thomas, ainsi qu'une généreuse pension alimentaire. Et il y a encore mieux, poursuivait sa voix sur l'enregistrement. Sa mère est aussi naïve que lui. Elle croit vraiment que je l'aime. Cela a tout simplifié. J'ai coupé l'enregistrement et suis restée assise en silence pendant de longues minutes. La colère que je ressentais n'était pas cette rage explosive qui vous fait hurler ou tout casser. C'était quelque chose de bien plus froid, de bien plus dangereux. C'était la colère de quelqu'un qui avait été sous-estimé, manipulé, utilisé comme un tremplin par une personne que j'avais traitée comme ma sœur. Mais avec cette colère est venue autre chose, une clarté absolue. Léa avait commis une erreur fondamentale. Elle m'avait sous-estimée. Elle pensait que je n'étais qu'une femme d'affaires prospère, peut-être même avisée en matière d'investissement, mais fondamentalement naïve lorsqu'il s'agissait de protéger ce qui m'appartenait. Elle ignorait que j'avais bâti mon empire sur un marché dominé par des hommes qui cherchaient constamment à me tromper, à me sous-estimer, à me voler. Elle ignorait que j'avais appris, depuis longtemps, à toujours avoir un plan B, à toujours protéger mes biens, à toujours anticiper. Et elle ignorait certainement que, lorsqu'il s'agissait de protéger mon fils, j'étais capable de tout. J'ai appelé mon avocat le soir même. « Maître Bernard, il faut que je vous voie demain matin, dès l'ouverture. » lui ai-je dit au téléphone. « C'est urgent et extrêmement confidentiel. J'ai un problème qui nécessite une solution juridique ingénieuse et infaillible. » Maître Bernard était à son bureau à 8 heures le lendemain matin, comme convenu. Je le connaissais depuis 15 ans, depuis mes premiers investissements importants, et il m'avait guidé à travers des contrats complexes, des litiges juridiques et d'innombrables situations délicates. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés, toujours impeccable dans son costume bleu marine et doté d'un esprit juridique que je respectais profondément. Je fermais la porte de son bureau et déposais le rapport de Philippe sur la table, ainsi que les enregistrements. Il lut tout en silence, son expression restant neutre comme toujours. Mais je vis ses sourcils se hausser légèrement lorsqu'il atteignit les passages les plus révélateurs. Lorsqu'il eut terminé, il ôta ses lunettes, se frotta les yeux et prit enfin la parole. « Claire, cette femme est une criminelle, » dit-il avec ce calme professionnel qui le caractérisait toujours. « Fraude conjugale, voire usurpation d'identité si nous pouvons prouver qu'elle a menti sur son identité. Vous avez ici suffisamment d'éléments pour la faire tomber légalement. Mais quelque chose me disait, à la façon dont vous vous êtes adressé à moi, que vous ne vouliez pas simplement une procédure. Vous vouliez quelque chose de plus définitif. Je voulais éviter une longue procédure publique qui humilierait mon fils et ternirait le nom de ma famille. Je voulais protéger Thomas et m'assurer que Léa ne touche pas un centime du patrimoine que j'avais mis des décennies à bâtir. Maître Bernard, je dois savoir, les biens que j'ai transférés à Thomas sont-ils vulnérables ? Il remit ses lunettes et ouvrit un dossier qu'il avait préparé à l'avance,
contenant tous les documents de transfert. Il étudia chaque page attentivement, prenant des notes, vérifiant les clauses. Et après près d'1 heure d'analyse méticuleuse, il leva enfin les yeux. Les biens ont été transférés avant le mariage, ce qui est une bonne chose, expliqua-t-il. Ils peuvent être considérés comme des biens propres, et donc partiellement protégés. Mais selon le droit français de la communauté de biens, si elle peut prouver qu'elle avait un intérêt dans la gestion ou la plus-value de ses biens pendant le mariage, elle peut réclamer un pourcentage. Et avec les procurations que Thomas lui a données, elle peut précisément le faire valoir. J'eus l'estomac noué, mais maître Bernard leva la main avant que je puisse parler. Mais, poursuivit-il avec un léger sourire qui apparaissait rarement sur son visage sérieux, il existe une solution. Vous avez mentionné que ce mariage a eu lieu il y a seulement 6 mois. C'est bien cela? Et les procurations ont été données il y a quelques semaines? J'ai acquiescé d'un signe de tête et observé son esprit s'activer. Nous avons donc une opportunité à saisir, dit-il en ouvrant son ordinateur portable et en commençant à taper. Procédons comme suit. Premièrement, je vais préparer un contrat de mariage, parfaitement légal en France, si les 2 parties sont d'accord. Je le structurerai de manière à ce qu'il ressemble à une protection mutuelle avantageuse pour nous 2, en cas de divorce. Thomas est raisonnable et ne se doute de rien. Si vous le présentez correctement, il signera. Deuxièmement, j'inclurai des clauses de réversion dans les actes de transfert de propriété, des documents qui, techniquement, ont toujours existé mais n'ont jamais été déposés, car jugés inutiles jusqu'à présent. Ces clauses stipuleront que les biens vous reviendront si le mariage prend fin en moins de 5 ans, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sauf en cas de violence conjugale ou autres circonstances particulières. Et troisièmement, et surtout, j'utiliserai les enregistrements que vous possédez pour constituer un dossier de fraude matrimoniale qui, si nécessaire, annulera tout droit au partage des biens qu'elle pourrait revendiquer. J'ai passé les 2 semaines suivantes à exécuter le plan avec la précision d'un chirurgien. Maître Bernard a préparé tous les documents nécessaires, chaque mot soigneusement choisi pour être juridiquement irréprochable. J'ai invité Thomas à dîner tous les 2, dans un restaurant tranquille, où nous avions nos habitudes lorsqu'il était plus jeune. Il est venu, malgré ma perception de sa réticence, sans doute influencé par Léa. Pendant le dîner, je lui ai parlé de protection du patrimoine, de la cruauté et de l'imprévisibilité du monde des affaires, et de tous ces couples que j'avais vus se ruiner lors de divorces conflictuels. Je ne dis pas que cela t'arrivera, mon chéri, lui ai-je dit avec toute la sincérité dont j'étais capable. Mais un contrat de mariage, c'est comme une assurance. On espère ne jamais en avoir besoin, mais on est content de l'avoir si le pire arrive. Et il vous protège tous les 2, pas seulement l'un des 2. Thomas a hésité, mais sa confiance et son amour pour moi l'ont poussé à accepter. Il a signé les documents en présence de l'avocat, convaincu d'agir avec prudence et maturité. Et surtout, Léa n'en a jamais rien su. Le contrat a été enregistré discrètement, sans qu'elle ait les besoins de sa signature puisque les biens étaient uniquement au nom de Thomas et les clauses de réversion ont été déposées en annexe aux documents de transfert initiaux. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Philippe a continué à surveiller Léa par l'intermédiaire de Sophie, et les enregistrements continuaient d'arriver. Chaque conversation révélait de nouveaux détails de son plan, de nouvelles preuves de sa nature prédatrice. Elle s'impatientait, faisant subtilement pression sur Thomas pour qu'il ajoute son nom à davantage de documents, lui suggérant d'ouvrir des comptes joints, toujours avec cette voix douce et ses arguments apparemment raisonnables sur la confiance et le partenariat. Et c'est dans l'un de ces enregistrements, 2 semaines avant la confrontation finale, que j'ai entendu quelque chose qui m'a fait bouillir de rage. Léa prenant rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce, évoquant ouvertement le montant qu'elle espérait obtenir, riant en décrivant à quel point Thomas serait dévasté,
mais que ce n'était que du business, rien de personnel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai organisé un dîner chez moi, chose que je n'avais pas faite depuis des mois. J'ai invité Thomas et Léa, prétextant vouloir fêter le récent succès d'un de nos investissements. Léa a accepté immédiatement, toujours si enthousiaste, dès qu'il s'agissait de s'occuper d'actifs. Mais cette fois-ci, une différence cruciale s'imposait. Maître Bernard les attendait dans mon bureau, tous les documents préparés, prêts à sonner à la porte au moindre signal. Philippe était également à proximité, Sophie prête à intervenir en cas de besoin. Tout était parfaitement orchestré. À leur arrivée, je les ai accueillis avec ma cordialité habituelle. Léa était particulièrement rayonnante, vêtue d'une robe somptueuse que Thomas, j'en étais sûre, avait payée, ses bijoux scintillant sous le lustre. Nous avons dîné, bavardé, puis lorsque le café fut servi, j'ai décidé que le moment était venu. J'ai regardé Léa et lui ai dit avec le plus grand calme « Tu sais, Léa, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la famille, à la confiance, à ce que signifie vraiment faire partie de cette famille. Es-tu d'accord pour dire que la confiance est le fondement de tout ?» J'ai aperçu une lueur d'inquiétude dans ses yeux, mais elle a gardé son sourire. « Bien sûr, Madame Claire, » a-t-elle répondu d'une voix douce. « La confiance est primordiale. » C'est alors que j'ai posé mon téléphone sur la table et appuyé sur lecture. Sa voix a empli la pièce. Cette même voix que j'avais entendue sur les enregistrements, parlant à Sophie de la façon dont Thomas était une cible idéale, de son plan pour prendre la moitié de tout, de ma naïveté et de ma facilité à être manipulée. J'ai vu son visage se décolorer, ses yeux s'écarquiller de panique. Thomas est resté immobile, regardant le téléphone puis sa femme comme s'il voyait une étrangère. « Ce n'est pas ce que vous croyez », a commencé à balbutier Léa. Mais j'ai levé la main pour la faire taire. « Il y a plus », ai-je dit froidement, et j'ai lancé un autre enregistrement, celui où elle se disputait avec l'avocat chargé du divorce, calculant la somme qu'elle espérait soutirer, riant de la naïveté de mon fils. Thomas s'est levé brusquement, sa chaise raclant violemment le sol. Son visage était pâle, ses yeux emplis d'une douleur si profonde qu'elle m'a brisé le cœur. Léa, se sentant acculée, fit ce que font les prédateurs acculés. Elle attaqua. Elle se leva, jeta sa serviette sur la table et prononça cette phrase qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire. « Rendez-vous !» dit-elle avec une arrogance désespérée, le doigt pointé vers moi. « Vous croyez que ça change quelque chose ? Tout est déjà à son nom, et c'est mon mari. La moitié m'appartient de droit. Gardez vos misérables liens, mais je pars d'ici avec ce qui me revient de droit. Thomas a peut-être envie de me haïr maintenant, mais la loi est de mon côté. » C'est à ce moment-là que j'envoyai le SMS que j'avais préparé. 5 minutes. 5 minutes seulement pendant lesquelles Léa poursuivit son discours venimeux sur les droits légaux et le partage des biens. 5 minutes pendant lesquelles Thomas la regarda avec un mélange d'horreur et de dégoût. Puis, la sonnette retentit. J'allais ouvrir et saluer Maître Bernard, qui entra avec une mallette en cuir noir. Le silence qui s'abattit sur la pièce était si pesant qu'on aurait pu le couper au couteau. Maître Bernard salua chacun avec sa politesse professionnelle habituelle, puis ouvrit le dossier posé sur la table. « J'ai ici des documents qui, je crois, sont pertinents pour notre discussion, » dit-il d'un ton implacable. Premièrement, un contrat de mariage dûment signé et enregistré par M. Thomas Mercier il y a 3 semaines, établissant une séparation complète des biens. Deuxièmement, des clauses de réversion dans les actes de transfert de propriété, stipulant que tous les biens immobiliers reviennent automatiquement à Madame Claire Mercier en cas de divorce dans les 5 ans suivant le mariage. Troisièmement, et surtout, des preuves documentées de fraude conjugale, notamment plusieurs enregistrements de Madame Léa Durand, alias Léa Fontaine,
admettant avoir contracté ce mariage dans le but frauduleux de s'approprier des biens. Je vis le visage de Léa se décomposer. Elle regarda Thomas, puis moi, puis les documents étalés sur la table, et la réalité finit par percer son armure d'arrogance. « Ceci, vous ne pouvez pas… » commença-t-elle. Mais sa voix était faible, brisée. Maître Bernard poursuivit sans relâche. Au vu de ces éléments, toute procédure de divorce entraînera l'annulation de tous les droits sur les biens matrimoniaux. De plus, Madame Mercier dispose de motifs légaux pour engager des poursuites pénales pour fraude, faux et usage de faux, et détournement de fonds. Je vous recommande, Madame Fontaine, d'accepter une séparation immédiate et à l'amiable, et de quitter ce mariage dans l'état où vous y êtes entré, sans rien. Thomas finit par trouver sa voix. « Sors !» dit-il, et pour la première fois de ma vie, j'entendis mon fils parler avec une telle dureté. « Sors de chez moi maintenant !» Léa tenta une nouvelle fois de le retenir, tendant la main vers lui, les yeux embués de fausses larmes. Mais il se recula comme si elle était empoisonnée. « J'ai dit sors !» Elle s'enfuit, n'emportant que son sac à main, ses bijoux de valeur tintant pitoyablement tandis qu'elle disparaissait derrière la porte. Nous ne la revis jamais. Le divorce fut prononcé rapidement et sans contestation. Léa n'eut d'autre choix que d'accepter les conditions. Pas de partage des biens, pas de pension alimentaire, rien. Elle quitta Paris peu après, et d'après les récits que Philippe me fit des mois plus tard, elle avait tenté la même chose à Nice. Mais cette fois, les hommes qu'elle avait choisis étaient moins confiants et plus prudents. Sa réputation commençait à circuler dans les cercles influents. Quant à Thomas et moi, il nous a fallu du temps pour panser nos plaies. Il se sentait trahi non seulement par Léa, mais aussi honteux d'avoir été si aveugle, si facilement manipulé. Nous avons longuement parlé de confiance, de la façon de reconnaître les personnes sincères, de l'importance de protéger non seulement nos cœurs, mais aussi nos biens. Cette expérience lui a permis de grandir d'une manière que je n'aurais jamais pu lui enseigner par de simples mots. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Thomas est plus fort, plus sage et plus prudent. Il a rencontré une nouvelle femme, qui l'aime sincèrement et qui a prouvé sa valeur au fil d'une longue et patiente relation. Et j'ai appris aussi. J'ai appris que faire confiance ne signifie pas être naïf, qu'aimer ne signifie pas baisser sa garde, et que protéger ceux qu'on aime implique parfois de prendre des décisions difficiles, stratégiques, même quand tout le monde nous trouve paranoïaques ou possessifs. Léa m'a appris que le monde regorge de prédateurs déguisés en agneaux. Mais elle m'a aussi montré que lorsqu'on construit quelque chose à la sueur de son front, on a le droit et le devoir de le protéger bec et ongles. Et au final, la justice ne naît ni de la vengeance ni de la haine, mais d'une simple préparation, d'une stratégie et du refus catégorique d'être une victime de plus dans le jeu cruel d'autrui. « Abandonne », disait-elle. Mais dans la partie d'échec de la vie, celui qui abandonne est toujours celui qui a sous-estimé son adversaire.